Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Hastingues, dans les Landes, à la frontière du Pays Basque, pour rendre visite à Jean-Marc, kiwiculteur depuis plus de 20 ans et président de l'association Kiwi de l'Adour. Vous ne le savez peut-être pas, mais la France est le 4e producteur mondial de kiwis. Les Landes et le Pays Basque comptent à eux seuls près de 350 kiwiculteurs qui vendent ce fruit sous l'indication géographique protégée Kiwi de l'Adour. Dans cet épisode, Jean-Marc nous raconte comment cette plantation est arrivée en France, sa saisonnalité et ses spécificités. On a également parlé de l'impact du changement climatique et de l'urbanisation croissante sur ses rendements et de la manière dont il s'adapte pour faire face à toutes ces évolutions. Bref, pour travailler en tant que kiwiculteur en France, vous le verrez, il faut de l'audace. Bonne écoute! Bonjour Jean-Marc. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation à Hastingues, en fait dans les Landes, à la frontière avec le Pays Basque presque. Est-ce que tu pourrais pour commencer te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est ? Alors je m'appelle Jean-Marc Poit, donc j'ai 58 ans, on est à Hastingues, sur la plaine des Gaves, donc, qui est une plaine un peu propice pour le kiwi. Et on est ici dans une plantation de kiwis toute neuve qui a 1 an. Et à côté, on a des kiwis qui sont plus anciens, eux qui datent et qui sont à pleine maturité. Voilà, le verger à côté est une plantation de 2010 qui a connu pas mal de péripéties depuis son implantation, mais on en parlera un peu plus tard. Exactement, tu nous raconteras. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? Je crois que ton beau-père avait commencé à faire du kiwi un petit peu, 1 hectare. Toi, tu as décidé de reprendre cette exploitation et de la développer. Qu'est-ce qui a été le déclic où tu t'es dit je me lance ? Parce que faire du kiwi dans les Landes, on en reparlera, mais c'est plutôt audacieux, voire surprenant, je pense, pour certains auditeurs. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé ? Je crois que l'élément déclencheur, alors bien sûr, je ne suis pas de profession agricole, même si j'ai été élevé dans une ferme. J'étais dans la grande distribution et j'étais au contact de clients et au contact de producteurs qui me livraient leurs produits. Et je trouvais qu'il y avait une incompréhension, que c'était 2 mondes complètement différents. Et j'avais envie d'aller de l'autre côté de la barrière pour essayer de rapprocher ces 2 mondes, même si je ne sais pas si un jour on y arrivera. Le kiwi, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé dans les Landes ? Aujourd'hui, il y a énormément de producteurs de kiwi de l'Adour. Ça s'appelle la vallée de l'Adour qui est à cheval, encore une fois, entre le Pays Basque et les Landes. Là, on en est en plein cœur. C'est quoi l'histoire du kiwi ? Comment c'est arrivé en France ? Le kiwi, c'est une très très belle histoire. Ça remonte aux années 65. Henri Pédeluc, qui était un ingénieur agronome, mais qui était également producteur arboricole. Il y a eu à cette époque-là le feu bactérien, notamment sur les poiriers et tout ça. Et donc, il a cherché d'autres variétés à pouvoir planter, et il est allé en Nouvelle-Zélande, il a ramené des plants de kiwi et il a essayé et ma foi ça a démarré tout doucement jusqu'aux années 1980. Ça montait tout doucement, tout se vendait, le kiwi poussait bien, il n'y avait pas de soucis, et du coup dans les années 80 il y a pas mal de gens qui se sont mis à planter parce que le maïs ne rapportait plus autant qu'à un moment, et puis l'élevage s'arrêtait, donc du coup il y a eu pas mal de plantations qui sont arrivées en production dans les années 90. Toi, tu t'es installé en 97, c'est ça, qu'on ait une idée ? Voilà, moi je me suis installé d'abord en 95 sur un projet maraîchage, et après j'ai pris la succession de mon beau-père, et j'ai planté des kiwis tout de suite, puisqu'en 99 j'ai planté 1 hectare de kiwis, et ensuite j'ai enchaîné les choses, quoi. Et à cette époque-là, c'était un vrai pari un peu risqué pour toi, ou tu étais quasiment sûr, tu t'es dit ça va le faire ?
Non, c'était pas un pari risqué. De toute façon, l'agriculture est un pari risqué. Être agriculteur, c'est être un peu maso sur les bords. Hein. C'est ce que je découvre. On joue à la météo tout le temps. On joue avec des réglementations qui bougent plus vite que n'évoluent les cultures. Donc, oui, ce pari-là, si on peut dire qu'il est risqué, c'est de ce côté-là. Après, sur la production elle-même, non, parce qu'on rentrait dans un marché de kiwi qui était organisé, il y avait de la demande, et c'est un produit qui est archi naturel, puisque jusqu'en 2010, il y avait 0 traitement dessus. Et encore, quand je parle de traitement, aujourd'hui, c'est du cuivre que l'on apporte pour cicatriser nos plaies de taille. Tu pourrais nous décrire une de tes journées type en tant que kiwiculteur, je crois que ça s'appelle, les exploitants de kiwi? Alors, je ne suis pas le bon exemple, parce que la journée type, moi, elle démarre à 6h du matin. Je commence à répondre à tous mes mails entre 6h et 8h. Des fois, il y en a quelques-uns qui profitent de ce moment un peu creux pour m'appeler. Donc, ça démarre très fort. Et ensuite, ça va être suivant les saisons. On a un gros travail de taille en hiver. L'hiver, c'est sans doute la partie la plus physique de la production. Hein. La taille est physique, il y a beaucoup de bois à enlever parce que c'est une plante très très poussante. Donc on va préparer nos arbres tout l'hiver. On va revoir aussi nos structures un peu tout l'hiver, parce que elles souffrent, comme il y a beaucoup de poids en suspens, donc ça souffre. Parce qu'en fait, le kiwi grimpe sur des structures et après un peu se redescend dessus, et du coup ça pèse ça sur la structure. Le kiwi est une liane, donc si on vient pas le structurer pour pousser, si on le laisse au sol, s'il n'a rien pour monter, il va ramper au sol, et si on le met à côté d'un arbre, il va s'accrocher à l'arbre, il montera en haut de l'arbre. Donc il faut le structurer, et il faut être constamment en train de le tailler pour l'empêcher d'aller s'enrouler à tout ce qu'il trouve. On a l'exemple ici en haut. Il s'enroule, il va falloir s'en occuper très vite d'ailleurs. Et justement, tu pourrais nous décrire un peu la saisonnalité du kiwi. C'est quoi les grandes étapes de la culture ? Alors les grandes étapes, c'est la taille en hiver. Ensuite, on va avoir un attachage, c'est-à-dire on va venir attacher des branches sur des potences, sur des fils, pour que la lumière puisse bien rentrer entre les branches. Derrière va arriver la période, le débourrement. Ensuite ça va fleurir, la floraison. À la floraison, on va venir apporter des abeilles qui sont capitales pour la pollinisation. Donc on met des ruches dans nos vergers. On travaille main dans la main avec les apiculteurs, et ce sont les abeilles qui vont venir polliniser nos fruits. Ensuite va arriver cette période la plus pénible pour moi, parce que j'aime pas ça, mais qui est à la fois très très intéressante, c'est de sélectionner les fruits. Donc on va en gros enlever la moitié des fruits que l'on va venir enlever à la main, parce qu'on va sélectionner pour avoir de très beaux fruits à la fin. Là on est à quel mois de l'année quand tu fais ça ? Là on est sur mai-juin, on y est en plein. Et puis après il va y avoir toute la période de taille d'été, où justement on a besoin de raccourcir les branches, parce qu'autrement ils vont venir s'emmêler, s'accrocher les uns aux autres, pour arriver vers la période de récolte qui là, je fais du kiwi de l'Adour, donc j'attends d'avoir un taux de sucre relativement haut pour récolter. Donc ça, on va arriver sur les premiers jours de novembre, dans une période où les gelées sont pas loin, où la pluie est au rendez-vous, et c'est pas la plus belle période pour récolter, mais c'est la plus belle période pour faire de la qualité. Ouais. Et justement, une des spécificités du kiwi de l'Adour, je crois qu'il y a un label, c'est que vous récoltez plus tard que les autres, qui vous permet d'avoir un produit plus sucré. C'est ça ? Oui, voilà, dans le kiwi de l'Adour, c'est un cahier des charges qui a été obtenu en 1992, donc c'est le seul kiwi label rouge en France d'ailleurs. Derrière, on a un cahier des charges très très strict en termes de nombre de fruits sur les arbres, en termes d'implantation de pieds aussi. On a une densité de pieds à respecter à l'hectare. Et ensuite, on a aussi cette particularité qui est le taux de sucre à la récolte, où on a besoin d'attendre en gros pratiquement 3 semaines de plus que toutes les autres régions pour pouvoir avoir ce taux de sucre. Mais c'est ce taux de sucre qui va venir amener ce goût acidulé du fruit. C'est-à-dire que le kiwi vert, il est acide. Quoi que l'on fasse, il est toujours acide. Mais on va venir amener un taux de sucre suffisamment élevé pour venir amener cet équilibre qu'on appelle l'acidulé. Ok, super. Et du coup, la saisonnalité que tu décris, je crois qu'elle est... Parce que du coup, quand on se dit, mince, on devrait manger en fait du kiwi aller entre novembre et peut-être février, le temps d'écouler les stocks. Mais je crois qu'en fait, c'est très complémentaire avec la saisonnalité du kiwi en Nouvelle-Zélande. Parce que comme c'est de l'autre côté de la planète, ils sont en saisonnalité inversée, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, la production de kiwi dans le monde, c'est ça. C'est qu'il y a l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, on va récolter octobre, novembre, suivant les pays producteurs. Italie, c'est plutôt octobre, et nous, c'est plutôt novembre. On va trouver ce fruit sur le marché jusqu'au mois de mai. On arrive en principe jusqu'au début mai ou mi-mai. Mais en même temps, les Néo-Zélandais, eux, ont récolté en avril et vont rentrer sur le marché pour passer tout l'été. Donc on a une complémentarité entre les deux hémisphères, ce qui permet d'avoir du kiwi aujourd'hui toute l'année sur le rayon. Bon, l'avenir dira si il faut que le kiwi voyage, mais bon, nos habitudes alimentaires vont avoir du mal quand même à se passer de tout ça. Effectivement. Et je voyais que la France était quand même le 4e producteur mondial de kiwi, et je pense que ça, très peu de gens en ont conscience en France, mais finalement, nos vrais concurrents, c'est les Italiens et les Grecs, c'est ça ? Oui, alors l'Italie, c'est le premier producteur qui devait avoisiner les 500 000 tonnes et puis qui ont beaucoup de mal à y arriver. Ils sont plutôt en régression aujourd'hui sur des coûts climatiques, tout simplement. On a les Grecs qui avancent relativement fort, mais eux aussi arrivent avec des problématiques. Donc le kiwi est très sensible au changement climatique. Donc on se retrouve à des problématiques un peu partout. Ensuite, donc la France, c'est 65 000 tonnes de kiwi aujourd'hui. On a fait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on se situe à peu près là, 65 000 tonnes. Voilà, c'est un produit qui est à la réglementation européenne, je veux dire, et passé au crible de la réglementation française. Donc en gros, c'est la réglementation européenne améliorée, quoi. Ouais. Donc on est vraiment sur un produit qui est le plus propre possible. On reviendra sur les changements climatiques, etc. plus tard. Avant, je voudrais quand même creuser la question des abeilles, parce que je suis sûre que les auditeurs ont dû se dire mais que viennent faire les abeilles au milieu des kiwis, et elle n'a pas posé la question. Tu peux nous expliquer? Je crois qu'il y a les kiwis, il y a des pieds mâles, des pieds femelles, il faut que ça se pollinise. Tu peux nous raconter tout ça? Oui, voilà, non, c'est vrai que sur le kiwi, il n'y a pas que des pieds femelles. Les pieds femelles portent les fruits et les pieds mâles ne font que de la fleur. Donc on a un pied mâle pour 6 à 7 pieds femelles. Pour aider justement la pollinisation, c'est les abeilles qui vont venir butiner sur les fleurs mâles, qui après vont les butiner les fleurs femelles. Et alors c'est assez rigolo parce que quand on les voit, elles sont chargées de pollen, elles en ont partout, elles ont les porte-bagages pleins. Et cette période est capitale, quoi. Il faut que cette période se passe bien pour avoir un fruit bien formé derrière. C'est à quel moment de l'année? Là on est autour du... Alors cette année ça a démarré un peu tôt, ça a démarré au 10 mai. La moyenne d'habitude c'est plutôt le 20 mai. On avait un peu d'avance cette année et du coup on retrouve cette avance aussi sur les calibres de fruits. Et je crois que le kiwi c'est un fruit qui a beaucoup de vertus. Je crois que ça nous apporte un kiwi dans la journée, nous apporte tous nos apports de vitamine C. Tu confirmes, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Le kiwi, c'est une bombe en vitamine C. C'est presque 90 mg de vitamine C pour 100 grammes, sachant qu'une orange est à 50. Donc on voit un petit peu la différence. Ouais, donc c'est un fruit qui a des vertus antioxydantes qui sont très très importantes. Donc oui. Avec un kiwi par jour, on dit un kiwi par jour éloigne le médecin, mais bon, ça c'est pas quand même trop prouvé. Bon, mais très bien. Et bien maintenant qu'on est bien vitaminé après avoir pris un bol d'air frais, je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur la discussion. Ça marche. À de suite. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur. J'aurais bien aimé creuser avec toi un peu le thème du label rouge et de l'IGP. À quoi ça sert ces labels et ces petites étiquettes qu'on voit dans les supermarchés? Ça sert à quoi pour le consommateur? Alors le label rouge, d'abord, c'est un signe de qualité qui garantit que le produit est préféré à un produit standard. Ça, c'est le code rural, c'est écrit comme ça. Donc derrière, il va y avoir tout un tas de tests qui vont se faire en laboratoire avec des panels de consommateurs pour venir confirmer que c'est réel, que le kiwi de l'Adour, en test à l'aveugle, il a été préféré au produit standard. D'accord. Dans le cas du kiwi de l'Adour. Et c'est pour tous les labels rouges pareil. C'est important parce que on voit fleurir plein de certifications privées de grande distribution et autres qui vont venir dire que leur produit est le meilleur, est le plus beau, est le mieux produit et compagnie. Mais bon, sauf que quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est pas vraiment toujours le cas. Et puis surtout, c'est pas vérifié par des organismes indépendants. Et l'important, c'est l'indépendance des organismes. Et du coup, ça veut dire que sur les parcelles de kiwi de l'Adour, il y a donc parfois même des personnes qui viennent vérifier que tout est en conformité avec le cahier des charges?
Toujours, 100% des vergers sont contrôlés. Ils sont à la fois contrôlés par nos techniciens. On a des techniciens de structure qui viennent contrôler, qui viennent compter nos fruits, qui viennent compter nos branches. Et puis derrière, on a l'organisme certificateur qui va venir faire 2 passages et qui va venir contrôler la réalité des choses. Et le plus derrière, c'est qu'après récolte, ils vont aller contrôler tous les stocks en station fruitière, pour voir si on a bien respecté les volumes qui étaient prévus sur les arbres, on retrouve bien les mêmes derrière en station, parce que ce serait facile autrement de dire voilà quoi, on en met et puis on le baptise kiwi de l'Adour. Non, c'est pas ça. C'est vraiment du très très sérieux et qui est vérifiable et vérifié. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que toi, sur ton exploitation, tout n'est pas vendu en label rouge? Non, tout n'est pas vendu en label rouge parce que il peut y avoir des déclassés. Dans le label rouge, on peut avoir du déclassé parce que le label rouge, d'abord, c'est 90 grammes minimum. Donc c'est la taille du fruit, en fait. Tout fruit qui est en dessous de 90 grammes, il est plus kiwi de l'Adour. Même s'il a poussé sur le même arbre. Donc ça, c'est une règle qu'il faut accepter. Et là-dessus, on a aussi des vergers qui n'ont pas les caractéristiques pour être un kiwi de l'Adour. Tout simplement parce que on a vu le cas là ce matin sur un verger où il y a de la mortalité d'arbres. Et ce verger, il va être retiré du kiwi de l'Adour. D'accord. Et justement, je vais te poser une question qu'on me proposait un auditeur, puisque sur le compte Instagram La Clé des Champs Podcast, je demande aux gens, voilà, samedi, je viens faire du kiwi, est-ce que vous avez des questions? Et il y a Elisabeth qui voulait te demander, est-ce que sur le kiwi, on utilise beaucoup de pesticides? C'est quoi les pratiques là-dessus? Du tout. Jusqu'en 2010, on n'utilisait absolument rien. D'ailleurs, on n'avait même pas d'atomiseur pour venir vaporiser sur les arbres. En 2010, est arrivée une bactérie qui a causé quelques dégâts et les kiwis jaunes étaient plus sensibles. Il y a une variété de kiwis jaunes qui a été complètement détruite par cette bactérie. Et comme tout phénomène bactérien, plus les foyers grossissaient et plus ça attaquait les kiwis verts à côté. Donc à partir de là, il a fallu qu'on se mette en place de la vaporisation de cuivre pour venir cicatriser les plaies de taille. Le kiwi, on le taille très 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 souvent. Donc on a besoin de cicatriser relativement souvent. Donc voilà, c'est la seule chose qui est dans du cuivre, c'est homologué en agriculture biologique. On n'aime pas le faire. On n'aime pas le faire parce que les gens nous voient avec un atomiseur vaporiser quelque chose, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est que du cuivre, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, on est en train d'aller un peu plus loin et on met des algues pour nourrir la plante par la feuille. Alors pareil, c'est des algues, c'est tout à fait naturel et on les vaporise pareil. Voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer le kiwi, une fois qu'il est ramassé en novembre, qu'est-ce qu'il devient? C'est quoi le circuit? Je crois qu'il part dans ce que vous appelez des stations. Tu peux nous raconter? Voilà, oui, quand il est récolté, il ne traîne pas, il s'en va tout de suite en station fruitière. Dans le cahier des charges du kiwi de l'Adour, il n'y a pas de produit post-récolte. D'accord. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, aucun kiwi de la région n'a de produit post-récolte. Okay, donc ils ne sont pas traités par des pesticides? Pas traités. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va le laisser 24-48 heures à l'air ambiant pour qu'il vienne cicatriser son pédoncule. C'est ce qui est important, c'est qu'il a besoin d'être cicatrisé parce qu'autrement, il va y avoir un champignon qui s'appelle le botrytis qui va se développer si on le met tout de suite au froid. Okay. Donc ça, c'est la petite bosse qu'on voit au-dessus du kiwi, là. Voilà, c'est l'endroit où la queue est attachée, où on la casse. Voilà. Donc cette partie-là, elle a besoin de se cicatriser à l'air ambiant. Et si on respecte ça, on n'a pas de problème de botrytis en chambre froide derrière. Quand ça c'est fait, on va le rentrer en chambre froide et on va le descendre petit à petit jusqu'à arriver à 0 degré. En gros, la température au cœur du kiwi doit être à 0,5. D'accord. Voilà. Et c'est là qu'il va passer tout le restant de son hiver, où on va lui ralentir son métabolisme et ça va lui permettre aussi d'accentuer toutes ses saveurs. C'est là que ça se joue, en fait. C'est pour ça que le kiwi de l'Adour, le meilleur moment pour le consommer, c'est à partir du 15 janvier et pas avant.
D'accord. Et du coup, il est stocké novembre-décembre, grosso modo, janvier, c'est... Voilà, novembre-décembre, on va le précalibrer pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et il va rester au froid. De toute façon, il reste toujours au froid jusqu'à partir sur l'étal de la grande distribution ou du petit primeur. Il n'y a pas de problème. Ok. Et justement, ça nous amène à la minute économie du podcast que je fais maintenant à tous les épisodes. Est-ce que tu peux nous raconter combien est vendu au kilo le label rouge, le kiwi label rouge versus un kiwi classique je te poserai mes questions après ensuite. En gros, le kiwi label rouge, ça coûte 15 à 20% plus cher qu'un kiwi standard. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit parce que en fait, tout dépend de la politique de revente du dernier acteur, j'allais dire, celui qui met en marché. Aujourd'hui, le producteur, il vend au kilo. Et la grande distribution vend à la pièce. Première mécanique pour gagner de l'argent. Et ensuite, c'est la politique de marge qui est prise sur le produit. Où certes, il y a des intermédiaires, il y a de plus en plus de certifications qui viennent apporter, qui viennent manger une part de la valeur du produit. Mais aujourd'hui, on vend nos produits trop chers. Parce que le prix au kilo que toi tu touches versus le prix au kilo qui est vendu au consommateur, tu pourrais nous communiquer cette information ? 1,30 pour le producteur, 6 € pour le consommateur. Ouais, c'est incroyable. Donc toi, tu touches 1,30 € du kilo, quand le consommateur, il le paye 6 €, voilà. Et on se demande ce qui se passe entre les deux. Voilà. Et moi, j'ai mis en gros un an pour obtenir ce produit et obtenir cette valeur de 1,30 € le kilo. Une année de travail pour le producteur, 4 jours pour la grande distribution. L'échelle de temps n'a plus rien à voir, c'est que nous, on met toute notre année pour arriver à faire ce produit, et eux, en 4 jours, ils arrivent à multiplier par 4 la marge. Chercher l'erreur. Tant que le consommateur acceptera, ça durera, mais pour moi, ça ne durera pas. À un moment donné, il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Et alors, il y a du développement de circuits courts et tout ça, ça ne fera pas tout. La grande distribution est notre premier marché aujourd'hui. Il y a absolument rien à dire là-dessus. Mais je crois qu'il va falloir respecter les prix parce que le consommateur n'a pas un budget à géométrie variable, quoi. Et donc à un moment donné, si on va il y a des prix plafonds psychologiques. Il ne faut pas y aller, quoi. Et à un moment donné, on va tuer les ventes si ça vend trop cher. Et aujourd'hui, un producteur de kiwi, il gagne sa vie plutôt bien, plutôt moyennement, plutôt mal ? Alors, sur l'atelier kiwi, on dégage du revenu. On dégage du revenu s'il n'y a pas de problématique, notamment comme cette année avec la mortalité d'arbres là, qui pose problème. Oui, le kiwi aujourd'hui est l'activité qui a sauvé les petites exploitations ici du coin. Il faut être honnête. Le maïs, pour nous, on est des petites exploitations. Et pour nous, le maïs, c'est plutôt de l'occupation des sols, plus qu'autre chose. Non, c'est le kiwi qui est l'atelier rémunérateur pour le producteur. Mais c'est fragile. C'est fragile, il faut savoir que implanter un hectare de kiwi, c'est en gros 30 000 € s'il n'y a pas de couverture, aléa climatique, pour les aléas climatiques, c'est-à-dire des filets et autres. Et puis il faut attendre 3 ans pour que ça porte les premiers fruits. Il faut attendre 3 ans pour avoir le premier fruit, il faut attendre quasi 8 ans pour avoir une production digne de ce nom. Il y a une échelle de temps qui est assez importante, donc les producteurs de kiwi, c'est plutôt des investisseurs. Et il n'y a que l'enfant qui récupère la production de papa qui a la chance de bénéficier un peu des résultats. Mais ça fait partie des productions majeures de la zone, quoi. S'il n'y avait pas le kiwi, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'exploitants. Du coup, le rapport avec les grandes surfaces, c'est un des premiers soucis un peu à régler, je pense, de manière générale dans l'agriculture, mais particulièrement aussi pour le kiwi. Il y a une deuxième difficulté dont tu nous parlais un peu en amont de notre discussion, c'est les changements climatiques. Le changement climatique, est-ce que tu peux nous en dire plus ? En quoi vous y êtes confrontés ? Alors, la production kiwi, déjà, le kiwi est très sensible. Donc, il est sensible à tout changement. Et on a, en 30 ans, on a vu une évolution climatique qui, en gros, pour ici, la moyenne annuelle de pluviométrie était de 1200 mm dans les années 90.
elle est aujourd'hui de 1400 mm, avec des pics qui ont été, notamment en 2013, jusqu'à 1900 mm. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'eau. Et on a un cycle d'inondation qui est passé d'une inondation tous les 50 ans, une inondation majeure, je dis bien, et là on a enchaîné 2013, 2014, 2018, 2019, avec des inondations majeures. Il y a des raisons à tout ça, il n'y a pas que le changement climatique. Ouais, on va y revenir, mais parce que je te coupe un peu, parce que pour expliquer aux gens, là, ton exploitation, elle est au bord de l'Adour, l'Adour qui est un fleuve. Le Gave-Réuni, qui est un fleuve, et donc effectivement, dès qu'il pleut beaucoup, tous les vergers prennent l'eau, quoi. Oui, on est des zones inondables. Bon, il n'y a aucun souci là-dessus, et on le sait, on le maîtrise. Sauf qu'aujourd'hui, le cycle d'inondation va crescendo pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des phénomènes météo qui s'amplifient, ça on est bien d'accord, mais il y en a eu d'autres. Quand on prend l'histoire des crues, il y a eu des épisodes en montagne bien plus violents que ce que l'on a connu ces 5 ou 6 dernières années. On a surtout une politique qui s'appelle la loi sur l'eau, qui est venue empêcher tout nettoyage des rivières. Or, les gaves réunis, c'est le gave de Laurent et le gave de Pau qui se réunissent à Pérorade, et ils arrivent direct de la montagne. Et direct de la montagne, ça veut dire qu'ils sont puissants, ils amènent de la roche, la roche est en perpétuel mouvement. Et chaque fois qu'il y a un arbre arraché pour une inondation qui s'accroche dans le lit du gave, eh bien, dans la semaine qui suit, on a une île de cailloux, parce que tous les cailloux viennent s'arrêter dessus. Donc on a les lits de gave aujourd'hui qui sont comblés. Et donc, à la moindre petite pluie, on a les gaves qui réagissent alors qu'ils ne devraient pas réagir, quoi. Donc on a un vrai problème. Et puis après, il y a un autre problème très clair. C'est qu'il y a une politique... plus bas, où on est venu combler toutes les zones humides du BAB. Le BAB, c'est Biarritz, Anglet, Bayonne, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et effectivement, le problème, là, c'est l'urbanisation sur des terres marécageuses qui font que maintenant, c'est l'arrière-pays qui se retrouve inondé parce que là-bas, il n'y a plus la place. Voilà, c'est exactement ça. On a ce problème où en gros on fait des déversoirs pour nous inonder encore plus vite pour pouvoir les protéger à eux. Donc il va peut-être falloir revoir la copie, il va falloir que les politiques se repenchent un petit peu sur la question, parce que nous on ne va pas accepter de mourir comme ça noyés. Voilà, il y a plein d'éléments qui prouvent que ce n'est pas que le climat qui est en train de changer, il y a aussi des pratiques. Les gaves doivent s'entretenir pour tout le monde, y compris pour la pêche, parce que les jours d'inondation, je vois personne venir me voir et venir compter le nombre de lièvres qui sont accrochés dans les grillages des maisons, le nombre de poissons qui sont dans les champs de maïs. Voilà, là on les voit pas, et pourtant il serait mieux dans le lit de la rivière, même un petit peu nettoyé, les poissons vivraient sans doute beaucoup mieux là-dedans. Et en attendant que les politiques bougent, toi, comment tu fais pour t'adapter à tout ça ? Ah ben oui, j'essaie de m'adapter, ouais. C'est pas facile, hein. Alors, bon, c'est aussi le côté intéressant du métier, c'est qu'il faut s'adapter au climat. Donc on est en perpétuelle réflexion pour venir s'adapter au climat. Donc aujourd'hui, on le sait, il y a l'arrêt des désherbages. Bon, mais ça, on y travaille déjà depuis bien bien longtemps et bien avant qu'on nous parle de l'arrêt du glyphosate. Sauf que la mécanisation n'est toujours pas au point. On essaie de trouver des constructeurs qui nous permettraient de venir faucher ces herbes pour... c'est pas facile. Sur le kiwi, on est sur des parcelles qui sont butées, donc il faut du matériel spécifique. Et puis après, il faut s'adapter aussi à tous ces abats d'eau, donc il faut pouvoir sortir l'eau, parce que le kiwi, il aime bien l'eau, mais il ne faut pas qu'elle reste à ses pieds. Donc voilà, le projet que l'on a mis en route là avec des collègues, on a travaillé le sol, on a carrément passé des scraps sur le sol pour venir lui donner un profil qui va s'écouler de lui-même et qu'il n'y aura pas de poche d'eau qui pourrait rester dessus. Du coup, c'est un sol un peu pentu pour que l'eau s'écoule. Voilà, c'est un sol en gros comme un toit de maison où on met le point haut au milieu et on déverse les deux côtés. Et on y était tout à l'heure, je voyais aussi qu'il y avait un filet de protection pour la grêle par exemple.
Voilà, alors les filets de protection aujourd'hui, le changement climatique amène une chose très très importante, c'est l'augmentation du vent. On a de plus en plus de vent, pratiquement tous les jours, et on a aussi des tempêtes à répétition, on en a subi 4 ou 5 cet hiver, plus les phénomènes de grêle. Alors les phénomènes de grêle, on le sait, ça ne va pas aller en s'améliorant. Les plus dangereuses sont ces grêles tous ces nuages qui se forment sur les Pyrénées, au pied des Pyrénées, et qui sont des orages très, 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 très secs, donc qui amènent des très gros grêlons. Même s'il y a une lutte en place, il faut quand même se protéger de ces aléas climatiques, parce qu'une grêle sur kiwi, c'est 2 ans de récolte perdue, quoi, parce qu'en fait, on perd le fruit la première année et le bois pour la deuxième année. Donc, il n'y aura pas de fruit pendant 2 ans. Donc pour tout ça, il faut s'en prémunir et se protéger du vent, parce que c'est pareil, le vent fait beaucoup de dégâts, la plante est très très tendre quand elle pousse, et donc elle s'arrache très facilement. Et qu'on comprenne bien, du coup, vous avez fait le choix avec tes associés sur le sujet de tester de nouvelles pratiques. Mais en fait, les résultats, tu les verras dans 3 ans. Là, on est sur des petites pousses. C'est un peu plus robuste que du lierre, mais pour que les gens ils se disent, mais je mettrai les photos sur le compte Instagram. Tu verras si tu as eu raison dans 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça, oui, dans 3-4 ans, ouais, on saura si ces structures que l'on a un petit peu améliorées nous donneront raison. Mais on ne sait pas dans 3 ans comment sera le climat. Donc peut-être qu'il y aura d'autres problématiques, qu'il faudra gérer d'autres problématiques. Mais ça, c'est la vie de l'agriculteur. Il se bat avec ça tous les jours. Justement, cette temporalité aussi, c'est quand même un souci pour l'installation de nouveaux exploitants, non, de nouveaux kiwiculteurs. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui n'a pas de verger, qui démarre de zéro, faut avoir du temps, quoi. Comment tu vois l'avenir pour le kiwi là-dessus? La transmission, c'est hyper important d'une génération à l'autre, non? Oui, alors la difficulté, effectivement, c'est qu'il y a un espace-temps qui est important. Et d'ailleurs, j'ai souvent des gens qui m'appellent avec des projets d'installation. Et quand on commence à leur parler un petit peu économie, ils disent, mais attendez, mais on vit de quoi pendant les 4 ans où il n'y a rien là? Vous faites comme les copains, vous investissez, mais vous ne gagnez pas. En gros, j'ai monté une société l'année dernière avec mes collègues où on n'a que des charges, mais on n'a pas de produits. Et c'est les banques qui font le reste. Donc aujourd'hui, on a réussi à monter des prêts reportés avec les banques. Donc en gros, les premières échéances vont tomber quand on aura du fruit à produire. Bon, ça fait partie des enjeux pour demain, pour pouvoir installer les jeunes. Bon, les banquiers suivent sans aucun problème sur ces choses-là. Donc, ça, c'est vraiment l'argument que l'on a besoin pour installer des jeunes de demain. Et toi, tes enfants, ils se positionnent comment? Tu as 2 garçons, je crois, 35, 31 ans. Ils se positionnent comment? Alors, mes enfants, l'un est chef de projet dans une municipalité en Charente-Maritime. L'autre, il est docteur en archéologie. Je les vois mal sur le kiwi, mais pourtant, ils ont toujours envie de garder un œil sur l'endroit où ils sont nés, parce qu'ils sont nés dans cette maison, et donc et ils veulent quand même avoir ce lien. La société que j'ai montée, en fait, c'est un peu dans cet esprit-là. Mes collègues, ils travaillent déjà ensemble, ils sont 3, et ils sont de 3 générations différentes. Donc, en fait, le savoir est maintenu dans cette équipe, et l'important en kiwi, c'est le savoir. Donc je me dis que si mes enfants demain, pour X raisons, reviennent à la Terre, ils intégreront un système où le savoir est maintenu. Et ça, c'est capital pour la bonne installation d'un jeune. Autrement, il aura de gros risques dans la production. Et j'imagine aussi, pour toi, j'ai envie de dire presque sentimentalement, c'est important de savoir, après, tu vas passer la moitié de ta vie sur le kiwi, de savoir qu'il y aura une transmission derrière d'une manière ou d'une autre. C'est ça. La transmission, moi, je me focalise pas sur installer mes enfants, pas du tout. D'ailleurs, je leur ai laissé la liberté de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Non, mais la transmission, ça peut être une personne extérieure. J'ai un neveu pas très très loin qui peut s'intéresser à la chose, mais mes collègues aussi. Bon, mes collègues sont plus à rechercher un autre associé, parce qu'on a bien compris, dans le kiwi, c'est 600 heures de main-d'œuvre à l'hectare, donc c'est des mains qu'il faut. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir monter un empire si on n'a que 2 mains pour les travailler, quoi. Il faut du monde.
Et là, je vais m'adresser au président de l'association Kiwi de l'Adour. Je voyais sur votre page Facebook qui a plus de presque 100 000 likes, que vous faites beaucoup de vidéos. Je crois que aussi vous dites que le kiwi, c'est le fruit vitaminé du champion. Vous êtes associé à des sportifs de sport extrême plutôt. Ça a été un pari gagnant. Pourquoi à un moment vous avez fait ce choix il fallait y penser d'associer le kiwi à des sportifs. Pourquoi ce choix? Alors d'abord, je suis un ancien sportif. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on a mis en place, ça a été... on a fait une vidéo, voilà, je peux la citer, avec Martine Faré, donc, qui travaille pour nous. À la Chambre d'agriculture des Landes. On part des fois un petit peu dans des idées de folles. Et elle avait imaginé un scénario. Et moi, je lui ai dit, écoute, toi, tu as le scénario, moi, j'ai les acteurs. Et j'avais un petit gamin que j'avais au club de natation et un copain qui était rugbyman et qui avait la tête de l'emploi. Et donc, on a fait une première vidéo qui était le jeune rugbyman qui rêvait des All Blacks. Et voilà, il s'est retrouvé dans le vestiaire à côté des All Blacks. Et donc, ça, c'était l'idée. Grâce au kiwi. Grâce au kiwi. Ça, c'était l'idée numéro 1. Et après, derrière, quand on a ouvert la page Facebook, on a voulu mettre en avant les sportives, mais pas forcément d'athlètes de haut niveau. Sauf que les vidéos étaient de telle qualité. Et surtout, elles ne revendiquent rien, ces vidéos. Ces vidéos, c'est montrer une athlète ou une sportive dans son milieu habituel, qui peut être le travail, qui peut être l'école, qui peut être autre chose. Et puis s'évader derrière, quoi. C'est juste s'évader. Et pour s'évader, elle consomme du kiwi de l'Adour. Point, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Sauf que on s'est retrouvé avec des demandes de sportifs de haut niveau. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. Pourquoi c'est important pour vous de communiquer sur le kiwi de l'Adour? C'est un produit qui était méconnu du grand public? Oui, le kiwi de l'Adour est méconnu, mais comme beaucoup d'autres produits, j'ai envie de dire. On a fait une enquête de notoriété à la création de Qualité Land, c'est-à-dire il y a 15 ans ou plus. Et on devait être à 0,2% de Landais qui savaient que le kiwi de l'Adour existait. Donc, de Landais. De Landais. Donc on n'a même pas été à Paris parce que c'était même pas la peine. Donc il fallait communiquer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a presque 90 000 fans sur la page Facebook. Et on se sert de Facebook pour que les gens communiquent entre eux. En fait, on n'est pas là pour... bien sûr, on leur ramène des vidéos, des recettes, des idées recettes, de belles photos de paysages, parce qu'il y a ça aussi, c'est que derrière, il faut faire rêver les gens, quoi. Quand vous venez sur la côte faire du surf à Hossegor, mais ça peut donner quelques idées aussi aux gens de venir sur la côte landaise. Mais... dans toute cette approche, il y a toujours le fait que les gens communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'un consommateur qui pose la question « Où est-ce que je peux trouver du kiwi de l'Adour ?» il a toujours une réponse parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient lui dire « Mais tu vas en trouver à tel endroit. » Et voilà. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que nos fans deviennent acteurs de la page. Ouais. En tout cas, félicitations parce que c'était un choix innovant, ce qui s'avère gagnant puisque quand même vous êtes beaucoup suivis. Et moi, avec mes 150 followers sur Instagram, je vous envie. Et je vais passer aux questions de fin que je pose à tous les intervenants sur le podcast. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être kiwiculteur? Qu'est-ce qui me rend fier d'être kiwiculteur? J'essaie d'apporter d'abord à mes enfants, à mes petits-enfants, un produit de qualité. Voilà, je pense que par le kiwi, je ne pouvais pas mieux tomber, comme on l'a déjà dit, c'est un produit qui n'a quasiment pas d'application à faire dessus. Donc ça, c'est très très important pour moi, parce que je ne suis pas là pour m'empoisonner, je suis là pour faire un produit le plus naturel possible. Et puis, je suis un fervent partisan de l'autonomie alimentaire en France. Je me bats tous les jours pour que la France soit autonome alimentairement, parce que ça vient de très très loin, mais j'ai un papa qui a été élevé dans un orphelinat bayonnais pendant la guerre,
et qui se nourrissait en ramassant les miettes par terre. Et voilà. Et il m'a toujours dit, la faim, c'est quelque chose de terrible. Et je crois que c'est surtout apporter à manger à tous les gens qui nous entourent. Et je crois qu'avec le Covid, tout le monde s'est aperçu qu'être autosuffisant alimentairement, c'était peut-être une bonne idée. Je crois que certains s'en sont rendus compte. Bon, ils vont peut-être vite oublier, parce que l'être humain a une capacité d'oubli assez remarquable. Mais bon, ils verront qu'il y a vraiment une importance. On a la plus belle agriculture du monde. La France a la plus belle agriculture du monde. On va au-delà de tous les cahiers des charges, au-delà de toutes les obligations demandées par tous les pays. Aujourd'hui, on est les plus propres. Mon autre question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner une information qui nous permettrait d'étaler notre culture la prochaine fois qu'on a entre amis et qu'il y a un kiwi à table? Une information sur un kiwi à table? Ben oui, d'où vient le nom du kiwi? Parfait, et ben je te laisse nous raconter. Ben oui, c'est vrai qu'avant, le kiwi ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait la groseille de Chine. D'accord. Et que les Néo-Zélandais ont pour animal emblématique le kiwi, ce petit animal dodu, poilu et qui en gros ressemble bien aux fruits. Mais il s'est trouvé que pour les importations aux États-Unis, en pleine guerre froide, appeler groseille de Chine un produit, ça ne le faisait pas, et qu'il valait mieux l'appeler kiwi. Même si le kiwi, il est originaire de Chine quand même, parce que c'est une liane qui pousse à l'état naturel en Chine. Ouais. Bon, parfait, maintenant on sait d'où vient ce mot kiwi, mine de rien. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut te retrouver ou retrouver les producteurs de kiwi si on a des questions? Les meilleurs endroits pour poser des questions, c'est la page Facebook du Kiwi de l'Adour, parce que là, on va avoir toutes les réponses à leur donner. Ça m'arrive aussi qu'il y ait des gens qui m'appellent directement et je donne une réponse, bien sûr. Bon, mais après, je ne peux pas répondre à 85 000 personnes. Ça, c'est pas possible. J'ai pas encore 85 000 auditeurs de mon côté. Voilà, non, mais sur la page Facebook du Kiwi de l'Adour, c'est très très facile de poser des questions et derrière, on a toute une équipe qui répond. Et puis après, ils peuvent venir nous voir au salon d'agriculture à Paris. Voilà, on leur répondra le plus gentiment du monde, puisque ça va faire, je crois, 17 ou 18 ans qu'on est présent, avec une équipe de producteurs qui fait toujours son travail de promotion du mieux qu'ils peuvent, et même si ça devient de plus en plus dur, parce que le salon d'agriculture, c'est pas très reposant. Oui, parce que vous faites trop la fête. C'est une légende, ça. Sûrement, on dira ça. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Marc pour ton accueil et puis pour ce moment. Et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.